Merci d'avoir voyagé avec nous sur les traces des Moai. Que leur mystère continue d'inspirer notre curiosité et notre respect pour les civilisations passées. À bientôt pour de nouvelles découvertes. Imaginez une petite île, perdue au milieu de l'immense océan Pacifique. Une terre volcanique, balayée par les vents, où se dressent des centaines de statues de pierre monumentales. Ces géants silencieux, appelés Moai, semblent monter la garde depuis des siècles. Ils tournent le dos à la mer et fixent l'intérieur des terres, comme s'ils protégeaient un secret ancestral. Quel est ce secret? Qui a bien pu sculpter ces colosses? Et surtout, pourquoi? L'île de Pâques, ou Rapa Nui comme l'appellent ses habitants, est l'un des plus grands mystères archéologiques de notre planète. C'est une véritable énigme à ciel ouvert, qui nous invite à un voyage fascinant dans le temps. L'histoire de cette île est une aventure humaine extraordinaire, mais aussi une leçon sur notre propre avenir. Comment une civilisation a-t-elle pu s'épanouir dans un isolement aussi extrême? Comment a-t-elle réussi à développer une culture si riche et à réaliser des prouesses techniques qui nous laissent encore perplexes aujourd'hui? Les Moai ne sont pas de simples statues. Ils sont le témoignage d'une société complexe, de ses croyances, de son ingéniosité, mais aussi de sa fragilité. Chaque statue, chaque carrière, chaque outil retrouvé sur l'île nous raconte un morceau de cette histoire captivante. Une histoire faite de courage, de foi, mais aussi de rivalité, et peut-être même de désespoir. Ensemble, nous allons tenter de percer les secrets de Rapa Nui. Nous allons explorer les carrières où les Moai ont été taillés, suivre les anciennes routes qu'ils ont peut-être empruntées, et écouter ce que les scientifiques et les descendants du peuple Rapa Nui ont à nous dire. C'est un peu comme une enquête policière, mais à l'échelle de l'histoire. Les indices sont là, gravés dans la pierre et enfouis dans le sol. Il nous suffit de les observer attentivement. Préparez-vous, car l'aventure ne fait que commencer. Pour bien comprendre le mystère de l'île de Pâques, il faut d'abord la situer sur une carte. Ce n'est pas si simple. Prenez un globe terrestre et faites tourner l'océan Pacifique. Vous verrez une immense étendue d'eau, presque vide. Et puis, au milieu de nulle part, un tout petit point, c'est Rapa Nui. C'est l'un des endroits habités les plus isolés de la planète. La Terre la plus proche, l'île Pitcairn, se trouve à plus de 2000 km à l'ouest. Le continent le plus proche, l'Amérique du Sud, est à plus de 3700 km à l'est. C'est comme si l'île était une petite capsule de vie flottant seule dans l'immensité de l'océan. Cet isolement extrême est la première clé du mystère. Imaginez, une fois arrivés, les premiers habitants étaient complètement coupés du reste du monde. Ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes et sur les ressources limitées de leur petit territoire. Un triangle de terre volcanique d'environ 163 km. Il n'y avait pas de voisins avec qui commercer, pas de continent proche pour demander de l'aide. Tout ce qui a été créé sur l'île, des maisons, aux outils, et bien sûr, les Moai, a été fait avec ce qui se trouvait sur place. Du bois, des fibres végétales, et surtout, de la roche volcanique. C'est cet isolement qui a permis le développement d'une culture absolument unique, sans influence extérieure pendant des siècles. Le peuple Rapa Nui a développé ses propres traditions, sa propre langue, son système d'écriture, le Rongorongo, encore indéchiffré. Alors, qui étaient les courageux explorateurs qui ont découvert et peuplé cette île perdue? Les analyses génétiques et archéologiques sont formelles. Les premiers habitants de Rapa Nui étaient des Polynésiens. C'étaient des navigateurs exceptionnels, les plus grands de leur temps. À bord de grandes pirogues à double coque, ils ont exploré et colonisé des milliers d'îles dispersées sur l'immense triangle polynésien, Hawaï, Nouvelle-Zélande et jusqu'à l'île de Pâques. Ils naviguaient en se fiant aux étoiles, aux courants marins, au vol des oiseaux et à la forme des nuages. C'était une science de la navigation d'une précision incroyable. La tradition orale Rapa Nui raconte l'histoire du premier roi, Otumatua. Selon la légende, il aurait quitté sa terre natale, une île mythique appelée Iva, probablement dans l'archipel des Marquises, à la suite d'un conflit ou d'un rêve prémonitoire. Il serait parti avec sa famille et son entourage à bord de 2 grandes pirogues, emportant taro, patates douces, des poules et tous les savoirs nécessaires pour fonder une nouvelle colonie. Après un long voyage, ces éclaireurs auraient repéré l'île et Otumatua aurait débarqué sur la plage d'Anakena. Les archéologues estiment cette première colonisation aux alentours de l'an 1000 de notre ère. Pendant des siècles, la communauté a prospéré, s'organisant en clans. C'est dans ce contexte que la tradition de sculpter les Moai a commencé.
Ils étaient héritiers d'une longue tradition polynésienne, avec le culte des ancêtres très répandu. Les statues n'étaient pas des dieux, mais les visages des ancêtres déifiés. Maintenant, parlons de ces fameux moai. À quoi ressemblent-ils exactement? Ce sont des statues monolithiques, taillées dans un seul bloc de pierre. Elles représentent des personnages stylisés avec une grosse tête, un long nez, des lèvres pincées, de grandes oreilles. Le corps est souvent plus trapu, des bras plaqués le long du corps, des mains aux doigts allongés reposant sur le ventre. Leur regard est vide. À l'origine, leurs orbites étaient incrustées de corail blanc pour la sclérotique, d'obsidienne ou de tuf rouge pour la pupille. Imaginez l'effet saisissant. On a recensé près de 1000 moai sur toute l'île. Leur taille est très variable, des plus d'1 mètre à des colosses. Paro, près de 10 mètres, pesait environ 82 tonnes, plus de 10 éléphants d'Afrique. Un moai inachevé aurait mesuré près de 21 mètres et pesé environ 270 tonnes. La grande majorité des moai sur Ahu tournent le dos à l'océan et regardent les villages de leurs descendants. C'est crucial. Seuls les 7 moai de Lahu Akivi regardent la mer. Certains portent un pukao, le chignon rouge de Punapau, pouvant peser jusqu'à 12 tonnes, ajouté au sommet après l'érection, symbole de prestige et de puissance. Les moai ne se dressèrent pas n'importe où. Ils étaient érigés sur des structures spécifiques, appelées ahu, des plateformes cérémonielles en pierre. C'est l'équivalent d'un hôtel ou d'un temple dans d'autres cultures. Il ne faut pas dissocier les moai des Ahu. L'Ahu était le lieu le plus sacré pour un clan, point de contact entre vivants et ancêtres. La construction d'un Ahu était complexe. Grands blocs parfaitement ajustés, sans mortier, façade avant particulièrement soignée, remplissage de gravats et de terre. Devant l'Ahu, une esplanade pavée accueillait les cérémonies. Sur le sommet, les moai étaient alignés, gardiens silencieux. Sous ces plateformes ou à proximité se trouvaient les sépultures, monuments funéraires et politiques à la fois. En érigeant un moai, le clan transformait l'esprit d'un chef en protecteur immortel. Plus les moai d'un clan étaient grands et nombreux, plus le clan affichait puissance et prestige. Plus de 300 Ahu identifiés, dont environ 125 portèrent des moai. L'Ahu Tongariki, dévasté par un tsunami en 1960, a été magnifiquement restauré avec 15 moai, dont le fameux Paro. Se tenir devant cet alignement est bouleversant, la preuve d'une compétition entre clans. Nous arrivons maintenant au cœur du mystère. Pourquoi? Pourquoi consacrer autant de temps, d'énergie et de ressources à ces géants de pierre? Temps, énergie, ressources. La réponse la plus acceptée, le culte des ancêtres. Les chefs ne mouraient pas vraiment. Leur esprit, le mana, protégeait la communauté. Ce mana assurait récolte, pêche et victoire en cas de conflit. Il fallait s'attirer leur bonne grâce. Les moai étaient des arangaora, visages vivants des ancêtres déifiés. Chaque statue représentait un ancêtre fondateur ou un chef important. Les yeux, incrustés après l'érection sur l'Ahu, activaient la statue et lui donnaient vie. Au début plus petites et réalistes, puis la compétition a poussé à construire toujours plus grands et plus nombreux. La construction et le transport nécessitaient une main-d'œuvre considérable, des ressources alimentaires, beaucoup de bois et de cordage. Pendant des siècles, cette activité a structuré la vie sociale, politique et religieuse, mais elle a aussi exercé une pression croissante sur l'environnement, préparant la crise à venir. Comment transporter des statues de dizaines de tonnes depuis Ranoraraku jusqu'aux Ahu, parfois à plus de 10 km, sans animaux de trait et sans roues? Thor Heyerdahl proposa un transport à plat, sur d'énormes traîneaux en bois glissant sur des rails de rondins. Plausible, mais exigeant énormément de bois et de bras. Une autre théorie, fondée sur les légendes, dit que les moai marchaient. Des archéologues, comme Carl Lippo, ont testé le transport debout. Grâce à leur forme, centre de gravité bas et base arrondie, on peut les faire basculer latéralement, comme on marche un réfrigérateur. 3 groupes tirant des cordes fixées à la tête font avancer la statue en la dandinant. Des tests montrent la faisabilité, avec moins de personnes et surtout moins de bois. Les moai abandonnés, tombés sur le ventre ou le dos, corroborent un transport vertical. La vérité est peut-être un mélange, selon la taille et le terrain. Pour ériger la statue, une rampe de terre et de pierre permettait de la hisser par étapes, en calant des pierres dessous jusqu'au basculement final. Le pukao était ensuite placé,
probablement via une rampe similaire. Le mystère du transport illustre l'extraordinaire ingéniosité des Rapa Nui. L'âge d'or de la construction ne pouvait pas durer éternellement. La pression sur les ressources est devenue trop forte. La coupe des arbres pour cultiver, se chauffer, construire des pirogues et transporter les statues a eu des conséquences catastrophiques. Sans arbres, le sol a été raviné par le vent et la pluie. La fertilité a diminué, les récoltes ont chuté. Plus de bois, moins de pêche en haute mer. La société est entrée en crise, probablement au XVIe ou XVIIe siècle. Les sources de nourriture se sont raréfiées, provoquant famines et tensions. La foi s'effondre, les guerres de clans éclatent, les statues sont renversées, Uri Moai, face contre terre, sacrilège ultime, brisant le mana. Au XVIIIe siècle, de nombreuses statues étaient déjà abattues. Émerge alors le culte de l'homme-oiseau, compétition annuelle jusqu'à Motunui pour ramener le premier œuf. Le chef du clan vainqueur dirige spirituellement l'île. Cette histoire est souvent présentée comme un écocide, avertissement pour notre monde aux ressources limitées. Certains chercheurs nuancent, déclin plus lent et complexe. Les contacts européens, maladies et raids esclavagistes ont achevé la catastrophe. De 15 000 habitants à environ une centaine au XIXe siècle. Aujourd'hui, grâce au travail des archéologues, des scientifiques et à la transmission orale du peuple Rapa Nui, de nombreux secrets des Moai ont été dévoilés. Nous savons qui les a construits, à peu près quand et pourquoi. Nous comprenons que les Moai représentèrent des ancêtres vénérés, au cœur d'un système social et religieux compétitif. Nous avons des hypothèses solides sur les techniques de construction et de transport. L'île de Pâques n'est plus un mystère total, mais une histoire humaine complexe et fascinante. Reste la question, comment les premiers navigateurs ont-ils trouvé cette petite île au milieu du Pacifique? L'écriture Rongo Rongo demeure indéchiffrée. Si nous la lisions, nous accéderions aux récits, mythes et à l'histoire du peuple Rapa Nui, racontée par eux-mêmes. La crise sociale et écologique, uniquement la déforestation, ou aussi climat et maladie? Le culte de l'homme-oiseau a-t-il remplacé ou coexisté avec les Moai? Et ces 7 Moai d'Ahuakivi, tournés vers la mer. Selon la légende, ils seraient les 7 éclaireurs regardant vers leur terre natale. Le plus grand secret est peut-être un message universel. L'histoire de Rapa Nui est le miroir de notre humanité. Elle révèle notre capacité à créer, notre ingéniosité technique et notre vulnérabilité face aux limites de l'environnement. Les géants de pierre restaurés nous rappellent la grandeur passée et interrogent notre avenir. Le mystère continue.